par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Le tournoi intermédiaire a d'abord commencé par un match de gala qui a opposé Total Niger à l'Union des journalistes sportifs du Niger. Le score est de 0-0 avant que le comité d'organisation ne prononce un discours d'ouverture. Jour pour jour, cela fait 7 ans que nous nous sommes engagés en effet dans ces projets sportifs inlassables, soutenus par la grande famille de la presse nigérienne dans son ensemble. Pour marquer le caractère sérieux de cette compétition, les activités du tournoi intermédiaire de football sont placées désormais sous la coupe de l'Association citoyenne pour la culture, l'éducation, l'environnement, le sport et la santé, autrement dit en abrégé ACCESS. Un tournoi qui ne fait que raffermir les relations entre les journalistes. En 7 ans, Issoufou Amadou, promoteur de cette compétition de football intermédiaire, team, a su regrouper la famille de la presse autour d'un idéal, c'est-à-dire le football. Le football qui va être sans doute vecteur d'unité, de rapprochement, de solidarité entre tous les membres de la presse nigérienne. Pas seulement la presse sportive, mais toute la presse en général, parce que ici, nous avons aussi d'autres journalistes qui participent à cette compétition de football intermédiaire. Total Niger est fier de sponsoriser les tournois. C'est un honneur pour nous d'être cette année le sponsor du tournoi intermédiaire. Quand on a été approché, on n'a pas hésité du tout à nous lancer dans cette aventure pour une seule raison. La raison principale pour nous, le fait que des journalistes qui sont en principe concurrents se mettent ensemble pour passer du temps sur le terrain, et on pensait qu'il était important qu'on soit associé à cette aventure-là. Le parrain de ce tournoi lance le début des hostilités. Si le football est certes le sport roi sur le plan mondial, c'est parce que c'est un sport qui attire, c'est un sport qui crée de la passion, mais c'est parce que c'est un sport qui a de la visibilité grâce aux médias. C'est grâce aux médias et aux télévisions que le football arrive à engranger beaucoup de moyens, notamment sur les droits marketing. Sur ce, donc, je déclare ouvert la 7e édition du tournoi intermédiaire. Et c'est parti entre l'équipe du groupe de presse Tambara et l'équipe du groupe de presse Ténéré. Après une très large domination qui se passe de tout commentaire, le numéro 7 du groupe de presse Tambara, Moustapha Benaou, pulvérise la lucarne du camp adversaire. Le gardien abattu n'a rien compris. Le premier but est marqué à la reprise. Après avoir raté plusieurs occasions et malmené sérieusement l'équipe du groupe de presse Ténéré, les efforts ont payé. Moustapha Benaou transperce à nouveau la cage du gardien. Et jusqu'au dernier coup de sifflet, le score ne change pas. 2-0. Tambara a démoli et administré une très bonne raclée à Ténéré, qui invoque une erreur défensive. L'équipe adverse a eu la chance vraiment de marquer un premier but et malheureusement notre défenseur a commis une erreur et ils ont profité et c'est là le début. Et malheureusement on ne peut rien contre. Et la suite? La suite, Inch'Allah, on se prépare pour le prochain match contre Iftik. Donc certainement on va essayer de prendre la revanche là-bas, Inch'Allah. Pour l'équipe de Tambara, le coaching a payé. Tambara a l'habitude de gagner ce tournoi. Donc cette fois-ci, on est venu avec l'ambition de récidiver ce qu'on a fait. Vous savez, généralement on dit quand ce que veut la femme, Dieu le veut. Et Tambara fait la promotion de la femme. Donc nous sommes là pour montrer aux autres
que la femme aussi peut faire quelque chose. Et pour leur montrer que nous ne sommes pas seulement les femmes qu'on va accompagner à la maison. Non, nous sommes ceux qui peuvent gagner quelque chose et montrer la capacité de la femme. L'équipe de Tambra quitte les gradins du haut de sa sérénité et attend de pied ferme au prochain match l'équipe de Liftika pour répéter le même exploit. Institué pour garantir une meilleure représentation des populations ouest-africaines et une meilleure intégration régionale, le Parlement de la CEDEAO est aujourd'hui à son 5e mandat. Cette cérémonie consacre donc l'installation officielle de la 5e législature de ce Parlement qui réunit les parlementaires des 15 pays de la CEDEAO. La 4e législature qui a fini son mandat revient sur les réalisations et acquis engrangés durant sa mission communautaire. Nous avions mené cette mission délicate avec détermination, brio et efficacité pour lui conférer toutes ses lettres de noblesse. Pour preuve, c'est la première fois depuis l'installation de ce Parlement que la fin d'une législature a été sanctionnée par la tenue d'une session spéciale consacrée à son auto-évaluation. Une grande première, dirons-nous. Nous avons récemment fait cet exercice à Banjul en République de Gambie, du 26 au 31 janvier 2020. À cette occasion, nous avons procédé à la revue des activités menées et l'occasion a été donnée à chacun et à tous, députés et personnels ressources indépendantes, de porter une appréciation sur nos réalisations, nos succès, nos forces et nos faiblesses. Une résolution a été adoptée à cet effet. À la fin des travaux par la plénière exprimant une satisfaction générale du bilan de la 4e législature que j'ai eu l'honneur de conduire de main de maître, et je dois le dire en toute modestie, en toute objectivité. Quant au président de la commission CEDEAO, il a salué les différentes avancées à mettre à l'actif de la 4e législature avant de revenir sur la question du terrorisme. Nous sommes ici réunis conformément aux dispositions pertinentes de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement, que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a adopté le 17 décembre 2016, notamment à l'article 20, alinéa 1 du dit article ainsi libellé, je cite, « La session inaugurale de la législature est convoquée par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au moment où le Parlement communautaire va être installé, pour commencer la 5e législature. Je me réjouis particulièrement des avancées qui sont à l'actif de la 4e législature et parmi lesquelles on peut citer notamment le parachèvement du processus de renforcement des prérogatives du Parlement, l'implication accrue du Parlement en collaboration avec la Commission dans le règlement des conflits internes dans les pays membres, la contribution du Parlement dans la sensibilisation sur les défis de l'intégration régionale que sont la création de la monnaie unique, la migration, la libre circulation des personnes et des biens, la transhumance, la sécurité, le droit des réfugiés et des personnes déplacées, pour ne citer que les plus pressants. Ce fut le tour du président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, en procédant à l'ouverture des travaux, de féliciter la législature sortante et encourager les députés communautaires élus pour le 5e mandat. Si l'exécutif constitue, comme on dit, la tête de l'État, l'armée, sa colonne vertébrale, la justice et l'administration, ses articulations, les récompenses et les punitions, ses nerfs, la prospérité, la richesse, sa force, les conseillers, sa mémoire, l'équité et les lois, sa raison et sa volonté, les troubles civils, sa maladie, les guerres civiles, sa mort, la souveraineté et son âme. Vous êtes les représentants du peuple souverain. Vous êtes donc l'incarnation de l'âme de nos nations. Pour renforcer votre rôle
dans l'espace CEDEAO, nous devons accélérer votre désignation au suffrage universel direct. Cela donnera à notre Parlement régional davantage de prérogatives. D'ores et déjà, le Parlement de la CEDEAO représente l'Assemblée des peuples de notre communauté. Il a la responsabilité d'adopter des lois et des législations communautaires. Ce travail législatif communautaire contribue indéniablement à la création d'une région intégrée, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance. Cette tribune m'offre l'occasion de rendre un hommage mérité au Parlement sortant de la 4e législature et à son président, l'honorable Moustapha Cissé Lo, qui s'est attelé au cours de son mandat à promouvoir l'intégration régionale à travers le dialogue, la consultation et le consensus, conformément aux articles 6 et 13 du traité révisé de 1993 de la CEDEAO. Le Parlement sortant a su donner une nouvelle impulsion aux activités de notre communauté. Son dynamisme a permis au Parlement de mieux jouer son rôle de représentation des populations de la CEDEAO dans la réalisation des objectifs et des missions de notre communauté. Auparavant déjà, le président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, avait signé les textes d'attribution de la présidence de cette 5e législature à la Sierra Leone, qui aura la charge de conduire le destin des parlementaires communautaires durant 4 ans. Après l'appel nominatif des différents membres de cette 5e législature, ils vont tous prêter serment devant le président en exercice de la CEDEAO, qui les a par la suite renvoyés à leurs fonctions. Une photo de famille a sanctionné la cérémonie. Après plusieurs jours de travaux en commission, la session inaugurale de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO prend fin à travers cette présente rencontre. Les parlementaires communautaires de la 5e législature dirigés par la Sierra Leone, officiellement installés le 9 mars dernier par le président de la République du Niger, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, ont défini leur bureau et adopté leur règlement intérieur. Au terme donc de leur travaux, les participants ont présenté une motion de remerciement. Nous, députés de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO, exprimons notre déférente gratitude à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour sa présidence effective de la cérémonie d'ouverture. Adressons nos sincères remerciements à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour la grande sollicitude et l'intérêt porté à ces assises, ainsi que les excellentes facilités mises à disposition pour en assurer le succès. Exprimons notre reconnaissance au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au peuple nigérien pour l'hospitalité généreuse et authentiquement africaine qui nous a été réservée au cours de notre séjour à Niamey. Dans son discours de clôture, le président de la 5e législature a réaffirmé leur engagement à mener à bien leur mission. Pendant que nous commencions cette œuvre titanesque, que nous redoublions d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs et rendre nos peuples plus heureux. Et nous devons faire tout possible pour faire participer nos parlementaires, et aussi nous aurons le privilège de pouvoir servir tous les avantages pour regardant les quotas et pour l'équité. Et j'aimerais aussi vous remercier pendant que vous êtes rassemblés ici aujourd'hui, et vous devez savoir que l'histoire va juger notre performance sur la durée. Très chers collègues, distingués mesdames et messieurs, notre tâche en tant que membre du Parlement est aussi bien simple que compliquée, ceci dépendant de notre approche. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être focalisés et déterminés et engagés, et pouvoir montrer notre engagement pour la communauté. Montrons que nous sommes un seul peuple. Si ce n'est pas le colonialisme,
le Nigeria et les pays de la sous-région nous montrent que toutes les divisions que nous voyons dans notre région, ce n'est pas seulement la colonisation la cause, mais aussi c'est aussi un paradoxe et nous pouvons utiliser nos cultures pour les résoudre. Nous ne pouvons pas nous permettre alors d'autoriser les différences. La 5e législature sous ma direction aura zéro tolérance pour les différences. Et rappelez-vous que vous avez prêté serment et vous avez pris l'engagement de représenter les populations de l'Afrique de l'Ouest et de ne faire allégeance à aucun État membre. Et pendant que vous travaillez au niveau régional, vous avez besoin de motivation, l'unité, solidarité et aussi l'unité. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous ayons un seul idéal. Nous devons abandonner le nationalisme et promouvoir le régionalisme pour que nous puissions atteindre plus d'objectifs. Ainsi donc prend fin cette session qui installe les parlementaires communautaires pour une 5e législature, les renvoyant ainsi à l'exercice de leur mission régalienne, celle de représenter et défendre les intérêts des populations de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont d'ores et déjà établi une feuille de route et un plan d'action qu'ils comptent mettre en œuvre. Notons enfin que la première session de cette 5e législature interviendra en mai prochain à Abuja. Conjuguer l'excellence au féminin a toujours été l'essence même de toutes nos actions. Nous mettons un point d'honneur à encourager la participation des femmes dans tous les secteurs de développement au Niger, notamment dans les filières scientifiques. Notre objectif est de parvenir à la croissance à travers le soutien continu des initiatives telles que celle-ci qui visent le renforcement des capacités de nos jeunes filles et sœurs. Nous menons des actions concrètes visant à promouvoir l'émancipation de la jeune fille au Niger à travers notamment 1. Le prix d'excellence et du mérite du Niger qui met un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille, son maintien à l'école et la promotion des filières scientifiques. 2. Nos programmes de soutien à l'entrepreneuriat féminin. 3. L'initiation des jeunes scolaires à l'informatique, pour ne citer que cela. En ce qui me concerne, je crois fortement au potentiel de la femme. La femme est capable de transformer tout objet en véritable trésor, pour peu qu'on lui en donne les moyens. Le Parlement des États membres de la CEDEAO ou de la Commission de la CEDEAO, c'est un Parlement qui regroupe 15 pays. Et les attributions, c'est comme tous les parlements nationaux. Seulement ici, on est au niveau communautaire. Donc, les attributions, c'est principalement des avis sur la politique communautaire. On donne des avis sur, en tout cas, les traités et autres textes de la communauté. Nous donnons notre avis sur le budget de toutes les institutions de la communauté. Donc il y a un budget consolidé qui regroupe pratiquement tous les budgets des institutions de la CEDEAO sur lesquels nous donnons notre avis. Non, la justice c'est comme chez nous. La justice elle est communautaire, c'est une institution à part comme le Parlement de la CEDEAO. Donc avoir un pouvoir, non. Mais si on a des textes qui doivent passer par la justice, on les fait passer par la justice. La justice arbitre, comme chez nous, et elle donne ses avis effectivement par rapport à tous ces... Impact des réseaux sociaux en milieu scolaire, c'est le thème d'une table ronde organisée par l'ONG Chronique Juridique et l'Association internationale des étudiants juristes branche du Niger, avec un objectif bien précis. Cette année, nous avons voulu célébrer la journée internationale des droits de la femme, mais en choisissant de faire concourir 10 filles sur un thème qui nous est cher, qui est le thème de la problématique de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la scolarité des enfants?
il est difficile dans un lycée, dans une université, tous les enfants ont dit génération tête baissée. Tout est dans les réseaux sociaux. Le cahier traditionnel est abandonné, le vocabulaire traditionnel est abandonné. Mais mieux, aujourd'hui, nos jeunes frères s'exposent sur les réseaux sociaux. C'est la nudité, c'est la pornographie, c'est des images osées. Et ils oublient que dans 5 ans, ils sont des candidats à l'emploi. Les gens, aujourd'hui, tout employeur, le premier réflexe quand tu as le nom, un CV, tu cliques et tu vois son mur. Le mur d'un jeune reflète son éducation. Et demain, nous les sensibilisons pour leur dire, si toutes ces images que vous mettez, toute cette violence, si vous voulez un jour être magistrat, un jour être avocat, un jour être policier, gendarme, vous n'allez pas être sélectionné parce que l'enquête de moralité va dire que ce n'est pas ça. Les éditions à venir seront également toujours consacrées à Madame Gogé Maïmouna. Qui est Madame Maïmouna Gogé? C'est vrai, elle est là physiquement, mais je veux dire que cette dame, c'est d'abord une dame de fer. C'est une dame de droit. C'est une femme de Dieu. Elle a ouvert au moins 3 portes à l'AIEJ. La porte de son bureau, la porte de sa bibliothèque, mais également la porte de son savoir-faire et être. Raison pour laquelle ce prix Gogé Maïmouna, c'est pas provisoire, c'est pour toujours, c'est le nom du prix. Un concours de plaidoirie a mis 10 candidates ici de plusieurs écoles du Niger en compétition. Le premier prix a été remporté par mademoiselle Maman Safia de l'université Abou Ndiofo de Niamey. Le métier des médias au Niger est un métier diversement apprécié, surtout en ce qui concerne la femme qui l'exerce. En effet, les femmes sont confrontées à plusieurs difficultés liées à certains comportements de la gente masculine à leur égard. Et les médias reflètent souvent des images de la femme, une qui est positive à travers les reportages, les portraits qui mettent en avant les femmes modèles de réussite. L'autre image relativement négative qui fait cas des abus et des discriminations, mais cette image n'est pas pour nuire. Cette image n'est pas pour nuire, mais à amener à un changement de comportement et au respect des droits des femmes. Loin d'être en compétition avec les hommes, les femmes des médias font face à d'autres obligations. Le premier problème que nous rencontrons dans les médias, c'est d'abord à notre niveau, parce que nous voulons l'égalité entre les hommes et les femmes des médias. Et dans les médias, les hommes et les femmes ne sont pas en compétition, ce n'est pas un combat, c'est une complémentarité. Donc c'est dans un domaine dans lequel l'égalité entre les hommes et les femmes des médias consiste à impliquer une visibilité, une autonomisation, une responsabilité et une participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines. Pour les femmes, il y a les normes sociales et culturelles qui lui créent un blocage. Donc, ça lui crée un blocage dans l'exercice de son métier. Donc la féminisation des rédactions, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une réalité, mais cela ne veut pas dire qu'il y a égalité. Ainsi, les journalistes femmes doivent s'armer de courage et faire preuve de beaucoup de patience afin de changer leur statut et pouvoir. Enfin, s'affirmer en tant que femme des médias à part entière. La femme, qu'elle soit journaliste ou pas, doit affronter des obstacles pour pouvoir s'affirmer. Dès l'apparition du virus coronavirus ou Covid-19 en Chine, l'Arabie Saoudite a décidé le 27 février 2020 de suspendre temporairement la Oumra et les Ziyara à la Mecque afin de prévenir la propagation de la maladie par les dispositions sécuritaires. Qu'est-ce qu'il en est à la date d'aujourd'hui, puisque les agences de pèlerinage nigériennes suivent ça de près? Nous suivons toujours ça de près. Ils sont en train de nettoyer les mosquées, les endroits fréquentables. Donc, ils vont prendre les dispositions à leur niveau. Et quand ils auront fini, c'est à ce temps. Et aussi, ils vont regarder
là où il y a l'épidémie, il faut interdire à ces gens de se rendre à la Mecque. Et l'endroit où il n'y a pas l'épidémie, ça, au moins, on doit leur lever la sanction pour se rendre à la Oumra. Mais on est en train d'attendre parce que on sait que, moi, à ma connaissance, j'ai jamais entendu un temps où on a empêché Oumra Ramadan ou le Hajj, même le grand Hajj. Moi, aller de mon savoir, je ne sais pas. Et c'est des trucs religieux. Donc, eux doivent se préparer à temps pour voir comment organiser ça, pour qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de contaminaison. Vous savez, bon, une maladie contagieuse, certes, le Hajj et la Oumra, c'est un embrassement des gens, des milliers de gens qui s'y retrouvent. Donc, il faut prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas vraiment de panique et aussi de contagion mondiale, quoi. Ces agences de pèlerinage rassurent les futurs pèlerins que le Hajj 2020 s'effectuera à la date prévue et des dispositions sont en train d'être prises par le Niger et l'Arabie Saoudite. Vraiment, je ne vois pas comment on peut empêcher le Hajj. Certes, on peut limiter ça, mais pas empêcher. On peut limiter. Permettre à certains pays qui ne sont pas contaminés d'aller au Hajj et ceux qui sont contaminés de les interdire l'accès au Hajj. C'est pour cela que nous disons aux pèlerins de vraiment, tout celui qui sait qu'il est prêt pour partir au Hajj, d'aller s'inscrire et attendre la dernière évolution. Et on va vraiment, nous on ne le souhaite pas, on sait que Inch'Allah, le Hajj là c'est un pilier de l'islam et c'est un pilier qu'on ne peut pas bannir. Comme ça, c'est pas possible. Ce qui est sûr, le Niger sera au courant de toutes les mesures qui seront prises au fur et à mesure par les autorités saoudiennes concernant le Covid-19, afin que les pèlerins puissent effectuer le Hajj 2020 en de très bonnes conditions. Nous sommes à l'autogar Wadata de la ville de Niamey. Le coronavirus fait actuellement des ravages et les décisions prises par le gouvernement relativement au contrôle sur les frontières les plus proches sont en vigueur selon certains conducteurs. Au niveau des frontières, tous les passagers descendent. Ils sont contrôlés au même titre que les chauffeurs et les apprentis. C'est une très bonne initiative. Les mêmes conducteurs qui n'ont jusqu'alors détecté aucun cas suspect demandent au gouvernement de durcir les temps. Loro goma kuma timtin ku ka kuka na loro aska fulla irin zai labora amin zai labo da fura ga ta bande gungumo zan bungono go labora. Et Dieu nous préserve de cette maladie. Nous sommes dans un pays de chaleur. Le gouvernement doit déployer des agents de santé sur toutes les frontières. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais détecté un cas suspect du coronavirus. Zano dini imagayi bene kinga kondaksi. Du côté banque go fatidi aga doro igi boradi igi bene ki kondagisi ki en fait de sauver ça de ki mago dinga bon digo kay mi contrôle mi ku contrôle il se fait que ngo kadi se fait que ngo fata mais ame imigu na doro wo doro siga no ni ci ka so mandi bankanga go mandi bankanga yi. Déclaré pandémie par l'Organisation mondiale de la santé OMS, le coronavirus est en train d'être combattu par le gouvernement nigérien à travers la prise des mesures fermes et strictes. Nous avons eu à observer un certain nombre de séries de grèves, environ 8 séries de grèves, dans la troisième série de grèves de 6 jours, dont nous sommes en train d'entamer actuellement depuis hier. Aujourd'hui, ça fait la 10e journée. Donc, pour la première fois cette année, le gouvernement nous a appelés à travers le ministère des enseignements secondaires pour échanger sur notre préavis sur les points qui sont contenus dans notre préavis de grève. Effectivement, comme vous l'avez eu à le dire, c'est une tentative de négociation. Et on sait d'abord, comme notre préavis contient 2 parties. La première partie, ce sont les préalables. Ensuite, les revendications. Donc, nous avons échangé sur les préalables. La partie gouvernementale dirigée par l'éditeur du cabinet
Donc ils ont eu à faire un exposé pour essayer, pour tenter de donner des éléments de réponse par rapport aux 5 questions. Donc nous avons dit, nous ne voulons plus de cette institution, nous demandons au gouvernement de nous donner la liberté d'aller à des institutions bancaires de nos choix. Nous sommes des adultes, nous sommes des majeurs, nous sommes les mieux placés à savoir quelle est l'institution bancaire qui répond à nos aspirations. Donc nous demandons au gouvernement de la 6e République de nous donner cette liberté, cette latitude d'aller au niveau des banques de nos choix. Ensuite, beaucoup de syndicats ont fait des congrès, des conseils, donc ils attendent des affectations. Et pourtant, c'est une chose qui est statutaire, c'est une chose qui est réglementaire. Le gouvernement a pris l'engagement qu'il va nous affecter. Et à la date d'aujourd'hui, l'affectation est responsable. Donc par rapport à ce point de préalable, en termes clairs, le ministère des Finances est incapable de nous fournir des éléments de réponse appropriés et satisfaisants. Donc pour cette raison, notre grève est maintenue pour ce jour. Et nous sommes tout à je rappelle que nous resterons ouverts au dialogue franc et sincère. Le jour où ils sont prêts pour nous écouter, pour échanger sur le préalable, nous allons répondre. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Donc la grève est maintenue. Après une courte période d'accalmie dans les régions de Tillabéri et d'Ifa, voici encore l'insécurité qui revient suite aux perturbations survenues au niveau des écoles. Les élèves comme les professeurs sont dans une inquiétude sans précédent, ne sachant pas quelle sera leur sort dans les mois à venir. C'est une situation déplorable qui est arrivée à Tillabéri, un symbole d'une insécurité criarde qui est en train de se propager si on ne prend garde. Or, qui dit insécurité dit aussi perturbation du cours normal de la vie. L'éducation, la santé et tout ce que vous connaissez comme sous-secteur administratif, social et même traditionnel. Parce que les chefs coutumiers, les chefs religieux ne sont pas épargnés. Alors les conséquences de cette attaque au niveau de l'éducation est justement la fermeture. Sont justement la fermeture des écoles. Et on était à un nombre assez limité d'écoles fermées compte tenu des attaques ciblées de terroristes, mais les choses se développent malheureusement contre toute atteinte. Le nombre d'écoles fermées a atteint un niveau assez inquiétant, d'où d'ailleurs à l'heure actuelle, ce qui est le plus important, c'est que nous avons pris un peu plus de 26 000 élèves qui ne vont pas à l'école. Alors la scolarité de 26 000 élèves remise en cause et normalement, en fait, moi je crois que c'est extrêmement grave au point où l'État, qui a pris des mesures d'urgence en ce qui concerne la sécurité, devrait aussi au niveau sectoriel prendre des mesures d'urgence pour permettre à ces enfants-là de continuer leur scolarité avec moins de perturbations. Enfin, il laisse un appel au gouvernement de mettre en application le projet qui est établi pour les régions d'insécurité afin que les élèves et les professeurs puissent continuer les cours. Le feuilleton moderne Faloumana Africa est-il arrivé à son terme? S'interroge dans ses colonnes le journal Niger Times, pour qui bon nombre de nos concitoyens attendent avec impatience la suite des événements quant au principal parti de l'opposition, dont le journal pense que le sort reste toujours inconnu depuis que cette affaire se trouve pendante devant la justice. L'on se doit de demander lequel des deux clans remportera cette bataille politique et qui pourra convoquer tranquillement un congrès ordinaire pour se conformer au texte du parti. Ainsi, il faut noter que le camp du président par intérim Noma Oumarou s'élargit de jour en jour au fur et à mesure que l'on s'approche de la date des élections. Quand même, celui-ci n'a pas pu tenir son congrès de février et se nourrit encore d'espoir à rebondir cette fois-ci avec des meilleurs résultats. Alors, que dire de l'autre aile qui, jusqu'à preuve de contraire, va agir selon le désir du sieur Hama Amadou au fond de sa cellule? D'autre part, l'opinion se demande si Hama Amadou n'est pas arrivé à sa retraite politique et qu'il doit penser à choisir son dauphin avant qu'il ne soit tard. Un dauphin, se demande le confrère qui écrit que cela traverse rarement les esprits des proches de Hama Amadou qui ne voient que lui sur le fauteuil présidentiel. Ce retour au pays qu'il a reconduit dans sa cellule signifie pour certains une délivrance qui changera la donne. Politique toujours, cette fois avec le principal parti au pouvoir
pouvoir, et c'est le monde d'aujourd'hui qui pense dans ces titres, que les alliés du PNDS refusent leur soutien dans l'affaire de détournement des fonds de l'armée. Tareya, seul face à ces casseroles bruyantes. Le journal note que le mercredi 4 mars dernier, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya a publié une déclaration sur ce qu'il est convenu désormais d'appeler l'affaire de détournement au ministère de la Défense nationale. Le journal remarque qu'aucun parti de la mouvance présidentielle n'a pris part à cette déclaration qui, en d'autres circonstances, allait porter la signature de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, la coalition des partis au pouvoir, etc. Et si les autres partis ont préféré laisser le PNDS Tareya publier seule sa déclaration, c'est au moins pour deux raisons, estime le confrère, pour qui la première raison est que l'affaire de détournement au ministère de la Défense nationale, objet de la déclaration du parti présidentiel, est si grave qu'aucun parti politique responsable ne saurait la cautionner, non seulement au vu des sommes d'argent qu'elle implique, mais aussi et surtout parce qu'elle porte sur un domaine ultra sensible que celui de la sécurité. Selon toujours le journal, la deuxième raison s'explique selon les analystes par le fait que leurs militants ont apparemment été exclus de tous les marchés jutés octroyés dans le cadre des commandes effectuées au ministère de la Défense nationale. Le journal martèle ainsi qu'à moins de négocier certains de ses alliés pour refaire une autre déclaration engageant toute la mouvance présidentielle sur la question, le PNDS se retrouve aujourd'hui seul face à ces casseroles bruyantes. Toujours à propos de cet audit au ministère de la Défense nationale, la roue de l'histoire rapporte pluie et tonnerre de déclarations depuis que le rapport d'audit provisoire du ministère de la Défense a commencé à filtrer. Malgré l'ignorance de la substance du contenu du rapport par la plupart des acteurs de la scène politique et sociale, les passions se déchaînent et de nombreuses organisations réclament plus de transparence, de justice et d'équité. Toute chose qui a amené le président de la République et chef des armées à commander l'audit sur lequel, selon des informations concordantes, il n'entend faire aucune concession. Les différentes déclarations entendues ça et là et les projections de marches et meetings envisagées par certaines organisations de la société civile confortent dans une certaine mesure le président de la République Issoufou Mahamadou dans son élan d'assainir la chaîne de dépenses publiques. Toutes les déclarations relatives à cet audit, à l'exception de celles qui portent atteinte au moral de l'armée et qui ont d'autres visées inavouées, convergent dans la volonté manifestée par le président de la République et le gouvernement de faire rentrer l'État et le contribuable nigérien dans tous ses droits. Mais le courrier lui pense que le gouvernement a décidé de protéger des voleurs aux dépens de l'intérêt général. Incompréhensible, s'exclame le courrier, pour qui ce que l'on comprend encore moins, c'est le mutisme du parquet. Un parquet qui, selon le confrère, dans certaines circonstances moins graves, s'est vu dans l'obligation, comme cela a été temporairement déclaré, de s'auto-saisir pour rendre la justice au nom du peuple et réparer le tort commis à l'État. Du moins, c'est ce qui a été avancé comme raison. Dans deux affaires au moins, ce fut le cas, rappelle le journal qui précise que c'est même à partir d'articles de journaux, pas un communiqué du gouvernement qui reconnaît lui-même le crime de détournement que le parquet s'est autosaisi en 2007 de l'affaire dite du fonds d'aide à la presse. Une affaire qui porte sur un montant de 100 millions au départ, mais que l'instruction judiciaire a ramené à 33 millions. Et là, tout de même, suffit à conduire l'ancien premier ministre Hama Amadou à l'époque des faits en prison. Le journal se demande ainsi s'il y a d'une part ceux qui bénéficient d'une impunité totale et de l'autre ceux qui, pour un oui ou pour un non, sont conduits en prison. Quant au journal L'Actualité, il s'est intéressé à la déclaration du Front patriotique sur l'audit du ministère de la Défense nationale. Il rapporte ainsi dans ses titres une dilapidation des ressources de l'armée consciemment organisée. Dans une déclaration rendue publique le samedi 7 mars 2020 au siège du MPN Kinshasa, le Front patriotique qui regroupe les différents partis politiques de l'opposition nigérienne a soutenu que ce qui s'est passé au ministère de la Défense nationale n'est pas un problème de procédure de passation de marché ou une affaire de trop perçu, encore moins des simples erreurs. Il s'agit bel et bien d'un pillage, d'une dilapidation organisée consciemment et méthodiquement sur les ressources de l'armée dans un pays en guerre, avant de demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey de s'auto-saisir de cette affaire conformément à la loi en vigueur. Puis,
L'actualité à travers les journaux en ce qui concerne la CEDEAO, le Nouveau Républicain note à sa une que le président Issoufou Mahamadou est un modèle pour la démocratie. Décidément, le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, n'a pas fini de surprendre les Nigériens, écrit le journal qui poursuit. Outre son pari réussi pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine en juillet 2019, son art consommé de la diplomatie et de la négociation, unanimement salué par tous ses pairs au niveau régional, continental comme international, notre président est en train d'imprimer sa marque de fabrique dans tous les défis continentaux. Pour preuve, il est au fronton de la lutte contre le terrorisme par son sens du plaidoyer qui se fonde sur le principe que la stabilité du Sahel est la condition sine qua non de la quiétude du monde outre-Atlantique. Quoi qu'on puisse lui reprocher, le journal note que sa volonté d'être le symbole de la première alternance démocratique et pacifique au Niger vient d'inspirer son homologue ivoirien Alassane Ouattara qui vient de s'inscrire résolument dans la dynamique de notre président en s'excluant toute volonté de briguer un troisième mandat à la plus grande satisfaction de ses opposants les plus irréductibles, dont en l'occurrence l'ex-première dame Simone Gbagbo. Au journal Le Républicain d'ajouter que cette récente décision du président ivoirien de ne pas briguer un troisième mandat a suscité espoir et approbation en Afrique. En tant que président en exercice de la CEDEAO, Issoufou Mahamadou a salué cet engagement à sa juste valeur lundi dernier à l'ouverture de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO. Le président Issoufou Mahamadou était le premier à donner une leçon de démocratie à tous ses homologues chefs d'État africains. C'est une constante dans ses discours. Issoufou tient au respect de la Constitution, conclut le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Plus d'infos sur tambra.net.